Bonsoir Benoît Hamon, prenez place. Bonsoir David Pujadas. Merci d'être avec nous. L'actualité d'abord. La Russie frappée à son tour par le terrorisme. Pas de revendication bien sûr, mais il y a 15 jours c'était la Grande-Bretagne, après la France, la Belgique ou l'Allemagne. Est-ce que dans votre esprit nous menons un combat commun avec la Russie contre le djihadisme? Est-ce qu'il doit primer sur le reste? Bon, d'abord, je ne sais pas qui sont les responsables de cet attentat. Ce qui est certain, c'est que la lutte contre le terrorisme doit nous mobiliser, qu'il faut privilégier la coopération entre tous les États concernés par aujourd'hui des attentats dont les auteurs seraient des islamistes radicaux. Ce qui m'amène à dire qu'il faut sans doute beaucoup plus de coopération, qui pour nous, il nous faudra reconstruire le renseignement territorial. Quelle folie d'ailleurs que Nicolas Sarkozy et François Fillon les remis en cause. Mais pardon, là, pour rester sur la Russie, quand vous dites coopération, vous pensez aussi avec Moscou? Je pense s'il y a des échanges d'informations à opérer, il faut qu'elles puissent être données entre différents services. C'est pas le plus simple que de le faire avec les Russes, à l'évidence. Aujourd'hui, il faut le faire d'abord au niveau européen. Moi, vous savez, on a un système de traçabilité des voyages aériens. Moi, je pense que dans l'Europe, il faut un système qui trace également les voyages en train. Ce sera une bonne mesure. Mais au-delà de tout cela, c'est une des raisons pour lesquelles je pense qu'il ne faut pas ouvrir de nouveaux fronts. Et un de ces nouveaux fronts, ce serait d'accepter qu'on renégocie les frontières en Europe entre la Russie et l'Union européenne. Ce qui s'est passé en Crimée, ce qui se passe en Ukraine, 10 000 morts sur le continent européen, suppose qu'on ne réouvre pas ce dossier, en plus aujourd'hui des menaces qui pèsent sur notre sécurité en lien avec le terrorisme. Je dis cela parce que c'est un des enjeux du débat présidentiel. Savoir si oui ou non, nous nous alignons sur la demande du Kremlin qui vise à réouvrir le débat sur les frontières, débat qui n'a jamais été ouvert depuis 1994 et qu'il ne faut surtout pas réouvrir. Dans votre esprit, parce que vous voyez que ça clive aussi dans la campagne présidentielle, la Russie est un adversaire ou elle est un partenaire? Elle est un partenaire, nous discutons avec elle. Monsieur Hérault n'a jamais cessé de discuter avec son homologue, Monsieur Lavrov. Monsieur Poutine a rencontré le président de la République, François Hollande. La question est, les Russes ont-ils les mêmes intérêts que nous? Et la réponse est non. Ils n'ont pas les mêmes intérêts que nous en Crimée. Ils n'ont pas les mêmes intérêts que nous en Ukraine. Ils n'ont pas eu les mêmes intérêts que nous en Syrie, puisqu'ils ont défendu le régime de Bachar el-Assad. À l'évidence, quand on est frappé par le terrorisme, et je veux exprimer ma solidarité au peuple russe, le terrorisme est une abomination aujourd'hui qui concerne bon nombre de nations, pas qu'en Europe, il concerne aussi des pays du Proche-Orient. Mais sur les intérêts fondamentaux qui sont ceux de la Russie tels qu'ils sont exprimés par M. Poutine, ils ne sont pas les mêmes que les nôtres. Et je le redis, réouvrir le débat sur les frontières, c'est réouvrir des conflits. Et derrière ces conflits, nous constatons qu'il y a eu 10 000 morts en Ukraine. Voulons-nous que cela se reproduise ailleurs en Europe? Moi, je ne le veux pas. Et quand j'ai rencontré Mme Merkel la semaine dernière, quand j'ai rencontré son futur adversaire, M. Schulz, ils avaient la même position. Il faut être, sur ces questions, ferme. Entre Européens ramassés, réunis, compacts, pour refuser qu'on réouvre un dossier qui est un dossier riche de conflits et donc de disputes qui peuvent avoir des conséquences très graves dans l'Europe. La campagne, Benoît Hamon, vous êtes dans le dur, comme on dit, défection, sondage en berne. Alors bien sûr, tout ça peut se retourner. Mais qu'est-ce qui ne marche pas? Quel est votre diagnostic? Vous savez, le verdict, c'est le 23 avril. Et moi, je n'enlèverai pas aux électeurs le pouvoir qu'ils ont, celui de faire cette élection. Ce ne sont pas les sondeurs qui font les élections, ce sont les électeurs qui détermineront quel est le projet qu'ils souhaitent. Et j'entends, c'est vrai, des électeurs me dire, écoutez, monsieur Hamon, votre projet est le meilleur, mais on me dit qu'il faut voter utile. Et moi, j'appelle à ce sursaut-là. Je parle à l'intelligence collective de nos compatriotes. La question est, que voulez-vous? Voter pour le projet qui est le meilleur pour vous-même et pour vos enfants, ou voter pour le moins pire des candidats? Je pense aujourd'hui, quand l'État, on regarde l'État qui est celui de notre pays, celui d'une crise qui n'est pas qu'économique et sociale, mais dont on voit bien qu'elle est politique et morale, avec une classe politique assez déboussolée quand elle se prête à des comportements tout à fait inimaginables il y a quelques années, comme rallier un candidat qui n'est pas de leur famille politique. Et bien dans ce contexte-là, ceux qui vont remettre de l'ordre dans le pays, ce sont les électeurs français, c'est le peuple français. Et moi, j'ai une grande confiance dans la réponse qui sera la leur, parce que je sais que le projet politique que je porte et le projet... Non, je ne l'esquive pas. On attend le 23 avril, mais je vous cite l'une de vos soutiens. Karine Berger, on rate quelque chose, je ne sais pas quoi, mais quelque chose nous échappe. C'est de cela que je vous parlais. Mais je pense que c'est ce climat d'incertitude qu'il y a autour de cette élection. J'écoutais attentivement le journal télévisé qu'il y avait auparavant. J'observe que les primaires, aucun sondeur n'a donné le vainqueur. Aucun d'entre eux. Et encore moins 3 semaines avant. Et ce que je vois, moi, sur le terrain, ce sont effectivement des électeurs indécis. Et la réponse que je formule,
Donc pour vous, tout va bien. Mais c'est pas que tout va bien. Je vois bien que le pays va pas bien. Je vois bien qu'il y a beaucoup d'électeurs qui vont mal. Mais ma réponse, elle est de toujours continuer à adresser les sujets importants. Je crois fondamentalement qu'il faut en finir avec l'hypocrisie selon laquelle les solutions d'hier, qui consistent à flexibiliser le marché du travail, moins bien payer le travail, auront des meilleurs résultats qu'elles n'en ont eu depuis 20 ans partout en Europe. Il y a eu plus de chômage et toujours pas de croissance. Et c'est la raison, là encore, pour laquelle je dis qu'il faut tourner la page avec cela. Moi, je suis l'héritier d'une histoire glorieuse. Mais c'est à Jean-Luc Mélenchon qu'on fait confiance pour tourner la page. Mais nous verrons, monsieur. Pour l'instant, dans cette campagne, mais il y a des hauts et des bas dans toutes les campagnes, et notamment au regard de ce que disent les sondeurs. Mais moi, j'observe que si, demain, les électeurs votent en fonction de ce qu'ils jugent être le meilleur projet, ils voteront pour celui que je propose parce qu'il est le seul qui, de la transition écologique à la 6e République, en passant par la protection sociale que je veux construire en fonction du travail tel qu'ils le vivent, pas tel qu'il a été. Parce que je m'intéresse à leurs conditions de travail, d'où le fait que je parle du burn-out. C'est pas une coquetterie de parler de cela. Aujourd'hui, on souffre au travail. Et je m'inquiète de voir que d'autres candidats disent non, il n'y a pas de pénibilité au travail. Mais qui ne voit pas que parfois le travail est dur, qu'on peut s'y épanouir, mais qu'à d'autres moments de sa vie, on peut en souffrir. Et bien sur toutes ces questions, je formule des réponses nouvelles. Alors, puisque vous parlez d'Emmanuel Macron, sur la flexibilité... Je parle de François Fillon d'abord. Voilà, mais sur la flexibilité ou sur la pénibilité, on voit bien à qui vous faites allusion. Non, il y a une phrase que vous avez prononcée. C'est pas Emmanuel Macron, c'est François Fillon et Marine Le Pen, je veux vous le dire. Enfin, sur Emmanuel la pénibilité, Macron, pardonnez-moi, c'est Emmanuel Macron qui a dit ce mot pénibilité, il faut l'enlever. Et c'est François Fillon qui veut supprimer purement et simplement le compte pénibilité. Mais en parlant de lui, il y a une phrase que vous avez prononcée et qui est passée un peu inaperçue. On vous écoute, c'était sur Radio J hier. Sentiment que les programmes politiques sont faits davantage par des lobbies, davantage par des organisations patronales que par des objectifs politiques. Aussi bien du côté de François Fillon que du côté d'Emmanuel Macron. Absolument. Emmanuel Macron, candidat des lobbies, est-ce que vous avez un exemple en tête ? C'est même pas ça. Je parle de la droite, en l'occurrence Emmanuel Macron, sur les questions économiques, il ressemble. Mais concentrons-nous sur l'essentiel. Qui veut la suppression de l'impôt sur la fortune ? Qui veut l'augmentation de la CSG ? Qui veut l'augmentation de la TVA ? Qui veut aujourd'hui diminuer les protections qui sont celles des salariés pour faciliter le licenciement ? Mais pour vous, ce sont des lobbies qui sont à l'œuvre ? Le MEDEF et des bon nombre de grandes entreprises aujourd'hui qui réclament cela. Moi, je ne prends pas ces propositions-là parce que je ne les considère pas bonnes économiquement et pas justes socialement. Mais ce n'est pas le débat légitime sans forcément qu'on fasse un procès d'intention sur les lobbies ? En tout cas, aujourd'hui, il me semble que dans une période où nous aurons à prendre des décisions difficiles, je vais prendre la question de la pollution. Elle supposera que le président de la République, demain, face à un certain nombre de grands lobbies industriels, chimiques, pétroliers, automobiles, prennent les bonnes décisions. Pourquoi est-ce que j'ai demandé qu'il n'y ait plus un seul véhicule diesel mis en service à partir de 2025 ? Parce que chaque année, il y a 40 000 morts liées aux pollutions atmosphériques. Le cancer, c'est un fléau, mais il n'est pas dû qu'au hasard, le cancer. Il est dû aussi à des modes de vie et à un environnement. Bien, voyez-vous, la volonté politique qui a été celle d'ailleurs de Jacques Chirac à l'époque, quand il avait commencé à dire sur la sécurité routière, nous avons plus de 10 000 morts par an, il faut réduire cela. Nous avons été capables de passer de plus de 12 000 morts à moins de 4 000 morts. Volonté politique. J'aurai la même volonté politique sur les pollutions atmosphériques et sur tous ces objets du quotidien, cette alimentation que nous avons et qui peut nous rendre malades. Et sur ces questions, vous ne faites pas confiance aux autres dont vous dites qu'ils sont l'otage. Moi, je suis indépendant. Les otages Moi, des je lobbies. n'ai pas eu la main qui tremblait au moment où il fallait prendre les bonnes décisions, notamment sur le bisphénol A. Donc je dis simplement que sur ces questions, oui, il faut être très très loin de ces lobbies privés. C'est maintenant Dominique Verdeillan qui va nous rejoindre et vous interroger sur vos propositions en matière d'exemplarité et de probité en politique. Bonsoir Dominique. Bonsoir. Avant de nous rejoindre à la table, vous nous livrez les grandes lignes du programme de Benoît Hamon sur le sujet. Oui, et toute ressemblance avec des affaires récentes, évidemment, n'est pas coïncidence. Benoît Hamon, vous préconisez que c'est l'interdiction aux parlementaires de recruter un membre de la famille, l'époux ou les enfants, comme attachés parlementaires. Seconde proposition, légiférer afin que soit rendue publique l'identité des personnes dont les dons ou le total des dons est supérieur à 2 500 €. Vous préconisez aussi de rendre public les lobbyistes qui, évidemment, rencontrent des candidats pendant la campagne. Troisième souhait, et quelle que soit l'élection, vous souhaitez que le casier judiciaire soit vierge, et surtout vierge d'infractions qu'on voit souvent dans les affaires politico-financières, la corruption, la prise illégale d'intérêt, le blanchiment, la fraude fiscale, mais aussi les violences, le harcèlement et tout ce qui est lié aux stupéfiants. Et puis, dernier point, enfin,
vous préconisez que la période d'inéligibilité soit portée de 3 à 6 ans dans les cas d'infraction à la législation sur le financement d'une campagne électorale. Alors Dominique, vous nous rejoignez. Votre première question à Benoît Hamon. Eh bien, quand, Benoît Hamon, allez-vous révéler le nom de vos donateurs de plus de 2500 €? D'abord, en Je les avez-vous ai eu? déjà révélées. Elles sont au nombre de 3 femmes d'ailleurs. Elles sont au nombre de 3. Leurs noms ont été rendus publics. Il y a Madame Gavras, femme qui est une grande réalisatrice. Je pourrais vous dire, les 3 noms ont été rendus publics, mais évidemment, ils appartiennent plutôt au monde des arts et de la culture. Donc, s'ils m'ont influencé, en tout cas, c'est dans le bon sens parce qu'il faut une politique culturelle. Mais il n'y en a que 3 de plus de 2500 Et vous €. le faites avec leur accord? Évidemment, avec leur accord. D'ailleurs, j'engage tous ceux qui me donnent de l'argent à ce qu'ils sachent que au-delà de 2500 €, je donnerai leur nom. Et ceux qui l'ont refusé, eh bien, nous n'avons pas pris le don. Mais point important que vous avez évoqué sur pourquoi demain faire en sorte qu'on ait un casier vierge. On demande dans certains métiers aujourd'hui d'avoir un casier vierge. On demande aujourd'hui à ce que des professionnels dans la fonction publique, par exemple, on puisse avoir un casier vierge et marquer une forme de probité. Ce que je veux, c'est pas jouer monsieur propre. Je veux continuer le travail de remise en cause des privilèges. Parce qu'il y a des privilèges qui sont indus. Au-delà du fait que l'on puisse se présenter avec un casier qui n'est pas vierge, moi, ce que je souhaite demain, par exemple, c'est que les députés ne puissent plus avoir de profession à côté, qu'ils ne puissent plus être Donc avocats. plus de conflit d'intérêts, comme on l'a vu tout à l'heure? Voilà, plus de conflit d'intérêts. Il me semble qu'on doit être élu à plein temps. Et pour être élu à plein temps, on ne peut pas être en même temps salarié, en même temps avocat. Il n'y a pas le risque d'être un peu hors sol, c'est-à-dire de ne pas avoir du coup de connaissance du monde du travail? Mais c'est pas parce que vous prenez un salaire ou que vous avez 3-4 consultations d'avocats qui vous complètent votre revenu que vous êtes davantage en prise avec le sol. Je ne pense pas cela. Je pense qu'on a besoin d'élus qui se consacrent 100% à leur tâche. Ce qui voudra dire d'ailleurs qu'il faudra penser un statut de l'élu de façon à ce qu'on puisse après retrouver probablement un travail plus facilement dès lors qu'on a choisi d'être élu. Et est-ce qu'il faut aller jusqu'à supprimer l'immunité parlementaire? Oui, je le crois. Et même l'immunité présidentielle? Mais je pense qu'il faut regarder dans les conditions dans lesquelles, en tout cas, je pense qu'il faut toujours protéger le président de la République d'une certaine manière, mais je pense aujourd'hui qu'il y a une forme d'impunité qui est liée à ces immunités, qui conduit finalement à ce qu'on ne puisse pas faire la transparence réelle sur des choix qui pourraient être liés à des conflits d'intérêts. Là encore, je veux aller plus loin que la législation actuelle. Je souhaite que, lorsqu'un gouvernement est constitué, les ministres, avant que leur nomination ne soit confirmée, puissent être auditionnés par les commissions compétentes au Sénat et à l'Assemblée nationale, pour que, durant cette audition, il puisse être fait la lumière sur leur situation fiscale et qu'on vérifie si, oui ou non, non seulement ils ont les compétences, mais il n'y a pas de conflit d'intérêts. En cela, nous nous alignerions sur qui? La démocratie américaine, qui a fait cet effort-là. Il me semble, en clair, qu'aujourd'hui, quand on demande aux Français de faire des sacrifices, quand on leur demande des efforts, il faut que ceux qui demandent ces efforts-là soient exemplaires. Et exemplaire, ça ne veut pas dire n'avoir jamais fait de faute, ça ne veut pas dire ne s'être jamais trompé, personne n'est totalement infaillible. Ça n'aurait pas dû être fait dans le mandat précédent? Mais beaucoup a été fait, mais il faut aller plus loin. Et je crois qu'il y a des privilèges qui doivent tomber. Ce que nous demandent les Français, c'est cela. La fin d'un certain nombre de privilèges qui sont indus. Et moi, je pense que les Français sont assez légitimes à demander cette fin des privilèges, et c'est la raison pour laquelle je m'engagerai sur une loi de moralisation de la vie politique et publique dès le début de mon quinquennat. Alors, question justice, avec Jean-Luc Mélenchon, vous ne préconisez pas de nouvelles places de prison supplémentaires, alors qu'on parle de surpopulation carcérale, on dit que les peines ne sont pas justement exécutées. Donc c'est un peu contradictoire. Mais vous avez entièrement raison. Quel est le pays où on emprisonne le plus de monde? Les États-Unis. Est-ce que c'est un pays où la violence baisse? Non. Comme quoi augmenter le nombre de personnes en prison ne règle pas le problème de la criminalité a baissé. Oui, honnêtement, elle est une des plus élevées dans le monde entier. Donc baissé, regardez ce qui se passe à Chicago et vous verrez que c'est pas parce qu'on met beaucoup de gens en prison que pour autant on arrive à attaquer le crime. Ce que moi j'observe, c'est que aujourd'hui, il y a ceux qui font le choix de l'éducation et ceux qui font le choix de la prison. Si nous continuons ou si nous poursuivions le projet de ceux qui veulent supprimer des fonctionnaires, donc supprimer des postes d'enseignants, remettre en cause l'éducation et la qualité de notre enseignement, eh ben nous continuerons à créer des places de prison. Pourquoi? Parce que nous créerons du désordre. Et moi, je préfère investir dans l'école plutôt qu'investir dans les prisons. Et je rajoute que nous avons des indicateurs extrêmement fiables qui nous montrent que pour les courtes peines, les alternatives à la prison sont meilleures pour lutter contre la récidive. Peine de moins de 2 ans. Oui, mais c'est de ça dont on parle aussi, que lorsqu'on va en prison. Pourquoi? Parce que la prison rend
parfois, hélas je le regrette, en raison de ce que vous avez évoqué, la surpopulation carcérale, plus dangereux quand on sort de prison que quand on y est entré. Bien. Eh bien, préoccupons-nous aujourd'hui des moyens du SPIP, des services de probation, pénitentiaires de probation et d'insertion, de ces moyens qui nous permettent de réinsérer les prisonniers, sauf à ce qu'on accepte qu'ils récidivent et qu'ils sont encore plus dangereux au terme de leur peine. C'est effectivement un débat de cette élection présidentielle. Moi, je crois qu'il vaut mieux aujourd'hui choisir l'école plutôt que de choisir la prison. Merci Dominique. Merci. 2 questions encore sur votre programme et sur 2 thèmes sur lesquels on ne vous entend pas beaucoup. D'abord, l'immigration. À vous écouter, ce n'est pas un sujet. Voilà la déclaration, votre déclaration, qu'il résume en quelque sorte. Le sujet, c'est est-ce qu'on assume de dire que de nouvelles générations d'immigrés enrichiront la France? Est-ce qu'on peut faire l'impasse, Benoît Hamon, et laisser Là, vous voyez que je ne fais pas l'impasse. J'affirme une position radicalement Voilà. contraire Vous à affirmez François Fillon et Marine Le Pen. la continuité. Mais c'est vrai que c'est un thème sur lequel on vous entend peu. Est-ce qu'on peut laisser cette question aux extrêmes lorsqu'on voit qu'en France, elle préoccupe En beaucoup clair. les catégories populaires J'entends. et Mais est-ce qu'il faudrait euh, que je colore mon projet politique d'une position qui est une position que je rejette absolument, fondée sur un diagnostic faux, qui serait celui d'une invasion aujourd'hui, Non, et que mais j'essaie attendez, de me Benoît Hamon, rapprocher de cette Jean-Pierre position-là. Chevènement, quand il parle d'immigration, Eh bien, personne ne le soupçonne. Eh bien, moi, de viser une quelconque- je pense aujourd'hui que oui, des générations qui sont des générations d'enfants d'immigrés enrichissent d'ores et déjà la France. Et que cette immigration aujourd'hui a un solde entre ceux qui s'en vont, qui nous quittent, et ceux qui arrivent, tout à fait marginal. Et quand on dit 97% des déboutés du droit d'asile ne sont Mais pas de ça fait n'est pas- reconduits à la frontière, Écoutez, moi je pense que ou ça quand n'est on dit pas qu'on le n'a pas la sujet central. maîtrise de Mais non. qui on veut faire Bah, venir. écoutez, si on fait des visas, on pourra savoir au moins qui rentre. À partir du moment où aujourd'hui on a une politique qui est une politique qui ferme les frontières, des gens rentreront et s'ils rentrent, nous ne saurons pas qui ils sont. Pourquoi ? Parce que nous aurons fermé les frontières. Tout ça là n'a pas de sens. Elles sont pas C'est la fermées, les raison- frontières, aujourd'hui. Oui, non, mais j'entends ce que certains veulent faire. C'est la raison pour laquelle moi je pense que ce n'est pas le débat central. Par contre, le débat central, nous n'allons peut-être pas en parler, c'est le pouvoir d'achat. Qui va dire aujourd'hui que la question centrale de cette élection, c'est combien sommes-nous payés quand nous travaillons ? De quoi vivons-nous quand nous ne pouvons pas travailler ? Le travail est en train de se C'est un transformer. autre sujet. C'est un autre Oui, sujet. mais Benoît moi, je Hamon. veux parler des sujets Oui, mais on en a longuement essentiels. parlé lors des 2 Oui, mais longues pas émissions assez. qu'on a Je vous fait. assure, pas assez. Pas assez. Bon, Beaucoup de écoutez, gens m'en c'était parlent. le Et centre la preuve- de nos questionnements. Oui, mais vous évoquiez tout à l'heure la caravane que je fais démarrer sur le revenu universel d'existence. Je veux dire aux Français que grâce à cette mesure-là, leur feuille de paye jusqu'à 2200 € net par mois augmentera. D'ailleurs, pour Vous l'avez éclairer exposé le la débat, dernière fois, j'ai mis en clairement. place un simulateur qui est directement utilisable sur le site internet de ma campagne, qu'ils voient combien ils percevront de salaire net supplémentaire. C'est un moyen de valoriser le travail et de permettre à ceux qui travaillent de ne pas être incités à quitter leur travail, mais au contraire, de pouvoir gagner plus dans des métiers qui sont des métiers difficiles. On parlait Bien. tout à l'heure, on reparlait de François Fillon, mais je me souviens de ces aides-soignantes qu'il avait visitées, à elle, dans une maison de retraite. À elle, j'ai pu leur dire combien le revenu universel d'existence permettrait d'avoir de salaire en plus, parce que c'est bien de cela dont elles ont besoin. Vous êtes Si on allé veut leur qu'elles rendre visite, s'occupent vous correctement aussi. des personnes âgées qui vieillissent dans leurs établissements, il faut qu'elles puissent avoir du salaire. Une dernière question sur l'ambition culturelle. Regardez, la pyramide du Louvre pour François Mitterrand, on va la découvrir. Le musée des Arts Premiers pour Jacques Chirac. Vous, président, quelle œuvre, quelle ambition architecturale souhaiteriez-vous laisser en France ? J'ai parlé d'un grand palais de la langue française. Je souhaite que nous ayons un bel écrin consacré à la langue française et à ses usages. Nous avons un enjeu fondamental à développer la francophonie. Savez-vous, on parle beaucoup d'Afrique, qu'il va manquer 150 000 professeurs de français dans l'espace francophone africain. Si ce n'est pas une priorité aujourd'hui que de répondre à cette demande-là, sinon nous aurons quoi à la place ? Eh bien, des femmes et des hommes qui n'apprendront plus notre langue et à travers notre langue, une partie de notre culture. Et une partie de cette culture qui fait notre richesse. Le français, c'est une partie de l'influence de la France à l'extérieur. Je crois qu'il faut y consacrer notamment un palais pour lequel nous inviterons les plus grands architectes à nous proposer leurs projets, mais qui sera un palais vivant, parce que la langue française doit rester une langue vivante, instrument de notre influence culturelle et politique dans le monde entier, notamment dans l'espace francophone. Merci Benoît Hamon. Tout de suite, on n'est pas vraiment dans la francophonie. Shades of Blue avec Jennifer Lopez. À 23h10, on revient beaucoup dans la francophonie. Stupéfiant. Merci, Merci bonsoir. David Pujadas.